Bonjour! Alors, c'est en direct d'une studio mobile, mais pas la même que d'habitude, que je vais ouvrir ce vlog cette semaine. Alors, voilà, toute nouvelle semaine livresque que je sais pas trop vers quoi je vais m'enligner, mais j'ai déjà quand même entamé finalement une lecture après avoir essayé à peu près 4-5 livres à la fin de mon dernier vlog parce que j'avais eu trop des coups de cœur puis j'avais bien de la misère à passer à autre chose. J'ai décidé finalement, ça faisait un bout que ça m'intriguait, puis j'ai décidé de commencer le premier livre traduit en français du duo Jorn Horst et Thomas Enger qui s'appelle Que le meilleur gagne. Donc, c'est le premier d'une série de l'inspecteur Blix, je pense, et de Emma. Bref, un inspecteur de police et une journaliste. Donc, on sent une petite formule ici là, pour Jorn Horst, qui absolument c'était Wisting et sa fille qui était journaliste. Mais là, c'est vraiment pas des gens nécessairement qui ont un lien ensemble. En tout cas, pas pour le moment. Et j'ai commencé ça en livre audio, puis c'est super bon, en fait. Là. Donc, ça commence parce que en fait, on va suivre une journaliste qui s'occupe, qui aimerait ça avoir des articles un peu plus de fond, mais qui décide qui travaille pour dans le fond, un site web d'articles People, genre, qui parle des vedettes, puis tout ça. Puis, à un moment donné, dans le fond, il y a un matin que c'est la sortie d'une biographie controversée d'une grande star. Je crois que c'est une athlète, une ancienne athlète, puis qui a eu toujours pas mal un gros caractère, puis qui n'était pas toujours douce avec tout le monde. Puis le matin de la sortie de ce livre-là, en fait, la journaliste devait avoir une rencontre avec elle, puis elle s'est rendue compte qu'elle ne s'est pas présentée à une émission de télé. Puis là, elle a essayé de rejoindre l'éditeur, elle a essayé d'aller chez la fameuse personne, puis elle s'est rendue compte que la porte de la maison était ouverte, puis il y avait l'air d'avoir un peu de lutte dans la maison, mais elle n'a pas trouvé la fameuse vedette. Et bon, ben finalement, s'en est suivi qu'elle a fini par appeler la police et tout, puis cette personne-là a été disparue. Et le fameux inspecteur Blix, il me semble que c'est Blix, c'est dans le fond lancé dans une enquête. Mais finalement, plus ça va, puis plus on se rend compte que y a des stars qui disparaissent, puis on finit par en retrouver potentiellement mortes, mais c'est toujours avec une espèce de lien avec la dernière star et tout ça. Puis le nom de la biographie qui était de la première vedette qui a disparu, c'était numéro 1 pour toujours. Donc, on en est là. C'est un bon polar scandinave, mais je trouve ça vraiment super intéressant parce qu'évidemment qu'on a encore le fameux double point de vue donc de la police et de la journaliste Emma qui va de son côté faire un peu des enquêtes puis comme un peu collaborer de façon officieuse avec l'inspecteur. Pour le moment, c'est juste ponctuel, mais on sent que ça va se développer comme lien. J'aime bien ça. Donc ça c'est ma première lecture qui est en cours. Puis, ben, plus tard, aujourd'hui ou demain, je vous ferai peut-être un petit book haul parce que je suis allée me promener aujourd'hui à ma fameuse petite librairie à Lac-Brome qui est Brown Lake Books. Puis, j'ai pas pu résister. J'ai acheté quelques petits trucs, dont une nouveauté de Jen Lang, je pense, il me semble, que j'avais vu passer, que je savais qu'elle allait être traduite en français, mais que je voulais lire en anglais, puis là, je l'ai trouvé, donc je suis super contente. Donc, je vais vous montrer ça quand je vais être rendue là, mais pour le moment, c'était juste pour introduire le vlog, finalement, vu que je vous avais pas parlé encore. Alors, ben voilà, sans plus tarder, et en direct de cette nouvelle studio mobile, allez, on se lance ça! Bonjour, alors je vous prends dans un drôle de cadre parce que ce matin, il m'est arrivé ce qui m'est jamais arrivé de toute ma vie de propriétaire de cellulaire, mais il m'est arrivé malheureusement la situation où un peu d'eau s'est insinuée dans mes haut-parleurs de téléphone et je suis un petit peu, ben pas en panique, mais disons que c'est pas la super situation. Donc là, pour le moment, j'ai comme un peu emprunté un autre outil qui appartient à mon copain, donc j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner. Donc j'ai essayé de le tourner.
Si jamais ça fonctionne pas, excusez-moi à l'avance. Je sais aussi que mon regard sera peut-être pas orienté parce que je sais comme plus trop où est la caméra, mais on essaie. Parce que je voulais tout d'abord vous parler de la lecture que j'ai terminée, c'est-à-dire que j'ai dévoré vraiment le fameux opus Que le meilleur gagne du duo Jornir Horst et Thomas Enger. C'était prenant. Ça fonctionne tellement, 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 ce duo-là. C'est incroyable. Donc, ça a déboulé. Évidemment, plus ça avance, plus on comprend, évidemment, comme je vous disais, potentiellement le lien qu'il y a entre le personnage principal et de Blix, de l'inspecteur Blix et de la journaliste Emma. Et en effet, ils vont se retrouver entremêlés dans cette espèce d'enquête-là un peu bizarre qui finit par tourner visiblement en... Il semble y avoir un tueur en série et c'est comme lié un peu à un décompte, donc d'où que le meilleur gagne. On va aborder la perception du succès, on va aborder les relations parents-enfants, on va aborder aussi la télé-réalité, entre guillemets, mais surtout, on va être complètement tenu en haleine par qu'est-ce qui va se passer. Les morts vont se multiplier, je vous en dirai pas plus, mais ça vaut vraiment le coup. J'étais complètement soufflée parce que je m'attendais pas à ça. Je vous disais que finalement, on sent vraiment bien que, en fait, c'est vraiment fluide comme écriture à quatre mains. Mais je savais pas à quoi je pouvais m'attendre de ça. Puis là, ça le fait absolument. Et là, il y en a d'autres qui n'ont pas été traduits en français, mais qui sont en anglais. Donc, c'est sûr que je vais lire les autres. Pas tout de suite, mais ça me donnait presque le goût d'enchaîner parce que ces deux personnages-là, encore une fois, la force avec Jan Horst, c'est que bien sûr, son intrigue est bien construite. Oui, le suspense est là. Puis là, il est présent plus tôt que dans son autre série avec l'inspecteur Wistig parce que, je sais pas si c'est parce qu'il est avec Thomas Enger, mais dans le fond, on est dans la tension à peu près peut-être dès le premier tiers du livre. Mais c'est surtout que les personnages sont tellement comme humains et crédibles et pleins de failles et on a tellement le goût de s'y attacher. Ça aborde aussi d'ailleurs un des deux personnages principaux vit avec une certaine maladie dont on parle pas beaucoup. Donc je vous invite à le découvrir, mais vraiment c'est une super découverte, une super lecture. Puis si jamais vous n'avez pas tenté Jornir Horst puis que vous n'avez pas envie de vous taper comme la grosse série, c'est vraiment une nouvelle série qui fait à quatre mains. Puis ça le fait, je suis sans mots. C'est vraiment excellent. Donc, sinon, j'avais promis que j'allais vous faire un mini book haul parce que je suis allée me promener comme prévu finalement dimanche et j'ai fait un petit arrêt à la librairie. Et j'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques trucs. Donc, je sais même pas si je vais être en reverse, mais bon, on verra. Donc, j'ai pris The Dictionary Story d'Oliver Jeffer et Sam Wilson. C'est chez CP. Je sais pas c'est qui CP. Canada Kids, Canada Press. Ça doit être Canada Press. Donc, j'aime toujours Oliver Jeffer et c'est un album ici qui raconte l'histoire de... ça se peut. Dans le fond, c'est l'histoire d'un dictionnaire. One day, Dictionary decided to bring her words to life. C'est l'histoire d'un dictionnaire qui est rempli de mots, mais qui, pour elle, les mots sont comme un peu morts, puis elle va décider de redonner vie aux mots. Donc, ça ressemble un peu à... C'est super cool. Ici, on va voir qu'elle va faire sortir, dans le fond, des mots d'alligator va devenir un vrai alligator. Et plus ça va aller, plus il va y avoir des personnages qui vont sortir de là. Je vais essayer de voir si je peux vous en trouver. Donc, ça a l'air vraiment excellent. Les Oliver Jeffer, moi, c'est toujours une valeur sûre, donc je n'ai même pas hésité, je l'ai pris. Sinon, j'ai pris celui-là dont Alex Bouquin-Prada a parlé et il était là, donc j'ai pas pu résister quand je vous disais. Et je vous disais Jen Lang, mais c'est Jen Wang. Donc, c'est Ash's Cabin. Et on va trouver... je crois que c'est l'histoire de Ash, sans surprise, qui est un jeune homme. Je pense que il va perdre... Il me semble que c'est son grand-père. Puis, il va comme se retrouver dans une situation où il ne se sent pas compris dans sa vie. Et il va aller se réfugier dans l'espèce de petit chalet que son grand-père avait pour essayer de se recentrer, si j'ai bien compris. Peut-être que j'ai pas tout compris. Le résumé en dit pas beaucoup. Mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, Jen Wine, c'est celle qui a fait aussi Le Prince et la Couturière, puis Stargazing, je ne sais pas c'est quoi en français.
Donc, c'est ça. Je vais montrer peut-être quelques planches, même si ça va être en reverse. Comme ça. Et comme ça. Donc, on est vraiment dans un roman graphique différent. Voyez-vous, il y a des séquences qui sont en sans texte, puis il y a des séquences de texte suivis. Donc, il y a des cases, mais il y a des moments où c'est des textes suivis. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ça. Puis, je crois qu'il va être traduit aussi sous peu, comme je vous disais. Et sinon, ça, je l'avais vu. J'aurais pu juste emprunter à la Bibli, mais j'ai pas pu résister. Il y a une nouvelle série qui a été faite par Aaron Blabé, qui a fait Les Méchants, Bad Guys. Peut-être que vous avez connu ça à cause du film, mais en fait, c'est une série de romans super cool. Et là, il a fait une nouvelle série qui s'appelle Cat on the Run. Puis là, je ne fais pas comme résister quand même. Parce que dans le fond, ça dit... Qu'est-ce qui arrive quand la plus grande star féline est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis? Elle devient un chat en cavale. Un chat en cavale. C'est ça qui se passe. Mais comment on évite d'être capturé? Et comment on fait pour prouver son innocence quand on est le chat le plus populaire sur la planète? Ben, c'est pas si facile que ça. C'est ça que ça dit en gros. Je vais vous montrer un peu le principe de la composition d'Aaron Blabé. C'est toujours tellement chouette. Ouh! Donc ça, humour, jeunesse, trop cool. Et il existe déjà en français aussi d'ailleurs. Hein. Je les prends en anglais, mais il existe en français. On sont rendus à 2 tomes. Le deuxième tome aussi est sorti. Et quand je suis passée dans un croque-livre, je suis tombée sur ceci, qui est une autrice que j'ai connue, si je me souviens bien, Roxane Desjardins. Il me semble que j'ai connue pour autre chose. Je vais essayer de voir. Elle avait fait un recueil qui s'appelait Ciseaux. Puis ça, c'est un premier récit qui est paru chez Les Herbes Rouges. Donc, c'est moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire. Bon, ça n'a pas l'air très joyeux, mais à l'arrière, ça dit « À 15 ans, la vie se complique. L'amour débarque. C'est pas évident. Pas comme dans les romans. Comment fait-on pour commencer à exister? On prend un stylo et on écrit. On en va promener ses parents. On règle comme on peut son petit conflit avec la mort et tranquillement, on déroule tous les petits nœuds de sa tête. » Donc, c'est un recueil, un récit par fragments. C'est ça qui m'a surtout happée. Ça a l'air d'aborder des sujets assez lourds, mais je trouvais ça intéressant, la proposition, en fait, graphique pour ce récit-là. Donc, je l'ai pris en croque-livre. C'est québécois. Et voilà. Et enfin, ma lecture en cours, aïe donc, excusez-moi, je ne suis pas à un endroit habituel. Ma lecture en cours, j'ai décidé finalement, après le polar enlevant, de polar scandinave enlevant, de Jonir Horst et Thomas Engard, de rester dans le Scandinave et d'aller avec le deuxième tome de la série Hilda, il me semble, de Ragnar Jonasson. En anglais, c'est, je pense, Darker. Non, la série La Dame de Reykjavik. Donc, voilà. Et c'est le deuxième tome, L'île au secret, et on va retrouver l'inspectrice Hulda, pas Hilda, qui va être interpellée pour aller essayer d'aller résoudre une mort mystérieuse qui s'est passée sur l'île d'Elidae. Et dans le fond, on retrouve Hulda. C'est une trilogie, la trilogie de la Dame de Reykjavik, puis elle a une particularité que je ne peux pas vraiment vous dire parce que sinon ça vous divulgage une des super bonnes stratégies littéraires du premier tome, mais disons que c'est une série pour qui la chronologie des tomes a une petite particularité, puis pour qui ça fait du sens. Donc là, on va retrouver Hulda, puis je vous en dirai plus au fur et à mesure. Je l'écoute en anglais en niveau 2 parce que je ne l'ai pas trouvé en français, mais c'était pas un statement. Là, avec ce qui est arrivé avec mon téléphone, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à l'écouter en audio, mais sinon, je l'ai en papier, donc je le continuerai en français. C'est vraiment pas long. Là. Je pense que c'est 300 pages, mais écrit comme super gros. Donc, voilà. Alors, voilà le petit topo. J'espère que ça va être acceptable, que je ne vais pas avoir toujours le regard qui va n'importe où, mais ça se peut que ce soit le cas. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu dans les circonstances, puis on se revoit quand je peux. Et bonjour! Alors, je vous amène avec moi dans ma petite marche du soir avec... Bien, vous sentez rien en odorama, mais j'habite en campagne et ça sent l'automne, disons. Ça sent les soins qu'on prend pour que les champs continuent à bien produire. Bien, vous êtes chanceux, vous n'avez pas cette odeur-là, donc profitez-en. Alors, je vous prends parce que je voulais vous parler de la lecture que j'avais terminée. J'ai terminé hier le fameux deuxième tome de la série La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. C'est L'île au secret. Et j'étais vraiment déçue. Je sais pas, on dirait qu'il n'y avait rien qui fonctionnait pour moi dans ce livre-là.
C'est-à-dire que j'ai retrouvé le personnage principal avec plaisir, la fameuse Hulda, qu'on aime bien, qui est pas une anti-héroïne, mais un peu. C'est un personnage qui a eu de la misère toute sa vie à se faire une place, puis que on a toujours elle n'a pas eu facile, il a fallu qu'elle travaille tôt parce que ses parents n'avaient pas d'argent. Après ça, elle s'est ramassée dans la police, une femme dans un milieu d'hommes. Elle a toujours été sous-estimée et tout. Mais c'est quelqu'un qui est bien déterminé, qui est super vif d'esprit, puis qui réussit à faire son chemin malgré tout. Donc ça, j'aime beaucoup ça. C'est juste que ça a pris... Je pense qu'il y a eu pour moi, il y a eu un problème de rythme, puis un problème de crédibilité peut-être des personnages secondaires ou autres personnages impliqués. Donc de rythme, d'abord, même si je suis habituée à la structure des voyons, je veux dire, des romances, des polars scandinaves, c'est juste que ça a pris quasiment au moins la moitié, en fait, du roman avant que, finalement, Hulda soit impliquée dans l'enquête. Puis avant, on avait plus comme un tour d'horizon de tous les personnages. Mais comme c'est un livre qui fait même pas 300 pages ou 325 pages, c'est un peu étrange parce qu'on dirait que le ratio n'était pas super égal. Puis là, la fois, quand on est arrivé puis que Hulda était là, c'est comme s'il restait juste 100 pages pour faire son enquête, se faire une idée, partir sur des pistes qui sont pas toujours les bonnes, se réorienter sur les bonnes pistes, puis finalement trouver la solution. Donc ça, déjà, ça m'a fait un peu décrocher. Puis, c'est ça, les personnages autres, ils étaient là, mais ils étaient comme prévisibles, on dirait. Puis on dirait que je me suis un peu doutée pas mal tout le long de qui ils étaient, puis comment ça allait jouer dans l'intrigue, sans nécessairement savoir exactement comment ça allait jouer dans l'intrigue, mais quand même un peu comment ça allait jouer dans l'intrigue. Fait que ça m'a comme... Ça a vraiment pas fonctionné pour moi. Je l'ai terminé parce que je voulais savoir comment ça allait se passer, parce que j'aime absolument vraiment beaucoup la plume de cet auteur-là, parce que j'aime le personnage. Puis je vais sans doute lire le 3e tome parce que c'est une trilogie, puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est un pari un peu particulier, comme je vous disais, au niveau de la chronologie. Donc, je pense que je peux le dire parce qu'il en parle dans la 4e de couverture, mais cette trilogie-là, en fait, est écrite à rebours. Donc, le tome 1 de la trilogie, c'est en fait le dernier tome. Donc, ça se passe le plus récemment. Donc, Hulda est plus âgée. Puis après ça, on recule. Donc, le tome 2 est en milieu de vie. Puis le tome 3, j'imagine que c'est au début de sa carrière à la police. Et on comprend, en fait, au fur et à mesure, comment tous les événements qu'elle a vécus dans sa vie qui ont été terribles, puis toutes les décisions qu'elle a prises, parfois des décisions qui sont discutables, ça peut avoir un impact sur la suite des choses, mais on le comprend à rebours. Donc, c'est quand même super intéressant. Donc, c'est sûr que je voulais le 3e, mais j'espère que pour moi, ça va plus cliquer que pour le 2e parce que ça l'a vraiment pas fait. Puis sinon, je suis en train de tester un nouveau livre audio. Mais en audio parce que j'ai pas accès en fait en papier. Et c'est le nouveau livre de Laura Wood, celle qui était connue pour... en anglais, je sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est sous les étoiles puis sous un flocon d'argent. Je pense que c'est une duologie. Là, c'est The Agency for Scandal. Puis ça se passe en fait à la fin du 19e siècle. Et on va suivre une jeune femme qui, après la mort de son père, a dû un peu se débrouiller pour faire vivre la famille parce que sa mère et son frère, ils sont là, son frère est à l'école, sa mère était malade et tout ça, puis ils se faisaient partie eux autres de la noblesse, mais c'est pas parce qu'on est dans la noblesse qu'on a de l'argent. Puis elle va finir par être recrutée par une agence qui va engager des jeunes femmes pour essayer de mener des enquêtes puis sauver des femmes qui sont un peu en détresse en raison de ce qu'était la société à l'époque par rapport aux femmes. Donc, des femmes qui se font tromper par leur mari, des femmes qui se font prendre leur fortune, tout ça, des choses comme ça. Donc, au départ, la prémisse m'intéresse. Là, j'ai commencé. C'est juste qu'il y a un gros accent sur potentiellement une romance. En même temps, je pense que c'est du young adult. Fait que je sais pas. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler parce que c'est la bibliothèque de Laurie qui en a parlé. Puis tout le monde dit que c'est super bon. Je pense que Laura's Readings aussi. Puis absolument, quand elles disent que c'est bien écrit, absolument, ça fait écho un peu à mon expérience. Mais là, je suis pas certaine. C'est pas mal écrit, mais l'accent est vraiment fort sur la romance. Puis je sais pas trop si ça va le faire pour moi. Fait qu'on verra. De toute façon, je l'aurai pas terminé dans ce vlog-ci. Donc, au pire, allez, ce sera pour le prochain vlog. Puis j'ai également terminé 2 autres petites lectures
mon fameux 5e et dernier tome de l'adaptation de Anne of Green Gables par Callie George en fiction illustrée, en chapter book. Je vais vous en parler. Puis je suis en train de lire aussi le manga Le Voyage d'Ourselune de O chez Le Renard Doré, qui est un label de Rue de Sèvres. Donc ça, je vais vous en parler également, mais là, je voulais juste vous tenir un peu au courant de ma lecture terminée et tout ça. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout bientôt. Bonjour, alors un petit coucou en ce vendredi matin, post-jogging, pré-boulot, vous êtes habitués, cheveux mouillés, douche. Parce que, en fait, ça va sans doute être un très court vlog aujourd'hui. Je voulais vous parler de, pas aujourd'hui, cette semaine, je vais vous parler de 2 lectures une que j'ai terminée, une que je vais terminer dans les prochaines minutes, mais aussi parce que j'ai reçu un colis puis je vais l'ouvrir avec vous. Là, je vous avertis, j'ai fait un pré-déballage parce que ça vient de l'international. Puis on peut pas dire qu'ils sont pas forcés pour pas que ça soit brisé. C'était hyper bien emballé. Si l'avais ouvert avec vous, ça aurait été juste comme une séquence de 5 minutes de moi qui se bat avec du ruban adhésif vraiment solide. Mais j'ai pas ouvert dans le sens que j'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Et pour vous donner une petite idée, en fait, je sais pas si ça va focuser, mais ça vient de Tiber Édition. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Tiber Édition, c'est une maison d'édition qui fonctionne habituellement pour lancer ses produits par campagne Ulule, donc des campagnes de sociofinancement pour lancer un peu leur production, puis ensuite, leurs livres sont quand même disponibles dans les librairies éventuellement, mais ils ont toujours fonctionné comme ça, puis ils se spécialisent dans la réédition de textes classiques en intégrale dans des ouvrages un peu collecteurs, reliés et illustrés par des illustrateurs différents à chaque fois et qui proposent habituellement, en tout cas, un univers visuel au texte classique qui est complètement, qui est plus audacieux, qui sort des sentiers battus de ce qui est habituellement associé visuellement à ce genre de texte-là. Donc, cette fois-ci, il y avait une campagne Ulule pour une adaptation, pas une adaptation, mais un colis pour un texte, un livre pour un texte dont j'ai plusieurs exemplaires à la maison déjà, de différentes éditions, mais que je voulais vraiment pouvoir avoir dans cette édition-là. Alors, c'est parti pour l'ouverture. Alors, ça, c'est ce qui reste, en fait, là, avec tout ce que j'ai fait comme désemballage. On va essayer d'ouvrir ça le plus... Ah, bon, je dis ça, puis j'avais quand même oublié d'enlever un bout de ruban. Et ça s'en ira pas aussi facilement. Voilà. Alors, donc, comme ça, je vais juste essayer du carton sur le dessus pour être sûr que tout se passe bien. Alors, je vais sans doute taguer la maison d'édition dans la vidéo juste pour qu'ils sachent que ça se prend très bien à l'international. Peut-être qu'ils savent déjà. Donc, j'ai pas rien oublié. Ça n'a pas rapport. C'est bon. Alors, voilà le petit colis. En papier bulle en plus. Donc, puis ils ont pris leur bon tape aussi. Donc, attention pour les bruits, là, ça va être un peu... ça sera pas doudou, à mon avis. Il faut juste que je trouve l'extrémité. Si tant est qu'il y a une extrémité. Et là, je me sens un peu unprepared. Je pourrais aussi me lever et aller chercher un ciseau, mais ça serait beaucoup moins intéressant. Je vais juste pas briser non plus le contenu, mais c'est définitivement du ruban adhésif solide. Ça sent bien. Hein? Je vais... Bon, voilà. Alors, ah non, il y en a un autre. Bon, ben là, je vais sortir autrement. Ils l'ont mis dans les deux sens, fait que j'espère que je suis capable de sortir sans avoir besoin d'ouvrir le paquet. Je pense pas. C'est très drôle. C'est très drôle. Un instant. On va essayer de... Non, je pense que je ne m'en sortirai pas. En tout cas, même si ça avait été ouvert aux douanes, parce que moi j'habite au Québec puis c'est envoyé de France, les douaniers auraient eu bien du plaisir à ouvrir ça. Puis là, j'ai été chanceuse, ça n'a pas été ouvert, mais... Je ne sais pas si je vais y arriver avant dans 1 heure. C'est ça, en fait, mon vlog était trop court, fait que je me suis dit, je vais vous mettre une séquence de moi qui a l'air de forcer dans le vide à ouvrir un colis. C'est quand même une limite à continuer comme ça pendant 1000 ans. Donc, j'ai fini par réussir à ouvrir le fameux colis en question. Alors, allons-y. Tout d'abord, la bête. Donc, c'était le texte intégral de
Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et l'illustratrice, cette fois-ci, c'est Nathalie Neuvy, que je connaissais pas personnellement. Donc, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Mais comme vous voyez, c'est quand même des pages pleines de textes comme ça. Il y a absolument des enjolivures autour des pages. Maintenant, je vais essayer de vous trouver des illustrations. C'est très beau ici comme début de chapitre. Et j'imagine qu'il y a des illustrations pleines. Ça, c'est la partie de croquet avec les flamants roses. C'est très doux comme illustration. Il y a l'air d'avoir un peu comme de mélancolie. Oh! Le mandateur, le chapelier fou. Hop, attendez, je vais m'installer. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous les montrer, mais à date, très bel ouvrage jusqu'à maintenant. Et une petite pochette parce que je pense qu'il y avait, avec toutes les commandes, moi j'avais juste pris le livre, mais avec toutes les commandes, il y avait, je pense, des petits bonus qui venaient par défaut, dans le fond, avec ça. Je pense que c'était des signets puis des illustrations, il me semble. Des tirages à part. Alors ici, le remerciement de la maison d'édition. Le prochain volume, si vous voulez savoir, c'est La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Puis je pense que ça a déjà commencé, le Ulule, si jamais vous voulez en bénéficier. Alors ici, on a... donc ça ici, c'est le signet officiel du livre, avec à l'arrière tous les ouvrages qu'ils ont déjà fait en édition chez Thibert. On a un signet avec le fameux chat. Hein? Le Cheshire. Le chat de Cheshire. J'aurais jamais vu comme ça, puis il est encore plus troublant de banalité qui est fausse. Ici, on a le lapin en retard. Et à l'arrière, on a une citation de Alice au Pays des Merveilles qui dit « Même si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en inventer un? » Donc, voilà. Après, la fameuse chenille. Un beau tiré à part de un ex-libris, en fait, de l'illustration qui est à l'arrière du livre, en fait. Là, je ne l'ai pas montré. Qui est, je crois, la reine de cœur. On en a plein, en fait. Hein. Ça, ici, je me souviens pas c'est qui. Un chien avec un chapeau. Il me semble que c'est dans... Ah, c'est des cartes postales. Cool. Il me semble que c'est dans... Justement, le Tea Party avec le Mandateur dans mon souvenir. Ça, ici... Je pense que c'est la maison où est-ce que... où Alice arrive au début, là, où il y a les trois cochons, il me semble, la femme avec les cochons. Puis encore une fois, une carte postale avec le lapin. Oups, toujours en retard. Donc voilà, mon Dieu, ça valait quand même bien le coup. Donc je trouve ça intéressant, c'est une belle qualité en fait de reproduction. C'est des tirés à part. L'ex-libris, c'est mon préféré, je pense. Vraiment sobre, super. Des illustrations aussi de type marque-page et le fameux petit merci. Donc tout ça, surtout pour cette édition-là. Voyez-vous, il est ici là, l'ex-libris, l'illustration de l'ex-libris est à l'arrière, puis il y a la citation de « Même si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un? » Voilà! Alors, ça suffit pour mon talent d'influenceuse en herbe et en carton, potentiellement. Donc, je suis bien contente. C'est juste parce que, en fait, ça s'est passé super vite. Là. Je pense que une fois que la campagne Ulule a été terminée puis que la production a été faite, il avait annoncé qu'elle allait faire les envois. Puis moi, c'est sûr que quand je commande du Québec, je ne m'attends pas nécessairement à avoir une rapidité, mais j'ai reçu un mot comme quoi, je pense vendredi dernier, qui avait lancé l'expédition. Puis on est vendredi, une semaine plus tard, puis incluant les journées de fin de semaine. Puis c'est déjà rendu au Québec, donc j'ai été vraiment chanceuse. Des fois, ça bloque aux douanes pour les colis de France, mais là, ça s'est bien passé. Donc, quand je vous dis, j'ai pas de partenariat, c'est payé avec mes sous ou rien. Puis c'est rare que je me fais la folie d'acheter du Thibert parce que c'est pas donné. En même temps, je trouve que c'est une super belle idée de faire connaître de nouveau, en fait, des textes classiques à des nouveaux publics potentiellement, puisque c'est des illustrations qui sortent. Comme là, voyez-vous, on est quand même loin de Tenniel et de Arthur Rackham qui ont potentiellement... Tenniel qui est particulièrement... je vais vous mettre peut-être une illustration si j'en trouve une rapidement, qui est associée à Alice au Pays des Merveilles pour tout le monde, parce que c'est le premier qui a illustré en fait le texte. Puis ensuite, moi, c'est sûr que je garde quand même dans mon cœur une grande place pour Arthur Rackham qui s'était occupé d'une version d'Alice au Pays des Merveilles qui était très elfique et tout en demi-teinte. Il y avait un petit côté vraiment tristesse, mélancolie. Dans celui-là, on est ailleurs, on est un peu, comme on dirait, dans le... Vraiment, je dirais, dans voyons,
l'imaginaire. Donc, pas nécessairement dans le féerique, dans l'imaginaire, il y a des choses qui sont comme très précises, puis très saugrenues en même temps. Il y a un petit côté un peu éthéré, comme si on rêvait. Ça me donne cette impression-là. Donc, voilà pour le unboxing. Et pour rester dans les éditions, les éditions de luxe ou les revisites de textes classiques, bien, je vous avais dit que j'avais acheté ce livre. En fait, j'avais précommandé ce livre-ci, qui est le dernier tome de l'adaptation en six romans à chapitres de Anne of Green Gables, qui est cette partie-ci, c'est Anne Dreams. Puis c'est adapté par Callie George, illustré par Abigail Alpin. C'est publié chez Tundra Books. Puis, je les ai toujours pris. Je l'ai lu, parce que je sais, j'ai déjà lu Anne of Green Gables, mais je trouvais ça intéressant de voir, parce que quand on a quitté Anne dans le 5e tome, elle n'était même pas encore... Mademoiselle Stacy n'était même pas arrivée. Donc, on était vraiment dans la très jeune enfance de Anne. Puis là, je me suis dit, mais comment ils vont rapper tout ça jusqu'à ce qu'elle finisse par aller à Queens et la. Donc là, ben, j'en ai déduit que ça allait tout se passer dans celui-là. Donc, en effet, c'était fort chouette, mais ça va très vite. Le seul, je vous dirais qu'absolument, j'ai toujours des coups de cœur pour les adaptations. Elle est très bien faite, l'adaptation, cela dit. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qu'il faut qu'ils rentrent, d'éléments marquants, qu'on aurait le goût de tout mettre pour être sûr qu'on perd rien. Mais ils ont quand même mis vraiment les éléments marquants. Ils n'en ont pas oublié qui étaient hyper marquants, puis que, dans le fond, on serait triste de ne pas retrouver dans une adaptation pour un jeune public. Mais comme il y en avait beaucoup qui restaient à mettre, bien, j'ai trouvé quand même que ça allait vite. Mais je pense que j'ai trouvé que ça allait vite parce que je connais l'histoire bien, parce que j'aime le fait que, même si ça va vite dans Anne of Green Gables, cette partie-là, il y a quand même un peu plus, tu sais, on a quand même des péripéties, on a un peu plus de détails, en fait, puis tout ça. Puis, mais là, dans le fond, dans celui-là, c'était rassemblé, puis je pense qu'un jeune qui va avoir juste lu cette adaptation-là en 6 tomes, va peut-être pas trouver que ça va vite. C'est juste que moi, dans le fond, je me suis dit, mon Dieu, ils ont donc bien... C'est comme si j'étais là, ils n'ont pas passé beaucoup de temps sur des choses que je pense arrêter le fun, qui passent un peu plus de temps. Mais juste pour vous donner une idée, ça commence par la fameuse... ici, c'est Anne, quand elle va faire son... Ici, ils disent que c'est pour son conjoint de bal de finissant, mais en fait, c'est quand elle va faire cette espèce de récitation, là, puis avec Gilbert, puis qu'elle finit par un peu lui pardonner. Mais là, ici, on a la fameuse Anne qui se teint les cheveux en noir, mais ça donne des cheveux en vert. Donc, ça commence comme ça. Puis, on va avoir, dans le fond, à la fin, ça finit sur Anne qui s'en va à Queens. Puis, on a quand même beaucoup de choses indispensables comme... Attendez, je vais vous montrer les fameuses classes où ils se préparent pour Queens, Mademoiselle Stacy. Donc, super bien fait. Pour vrai, ça ici, j'ai tellement aimé. C'est, dans le fond, le fait qu'elle essaie toujours d'étudier pour être toujours la meilleure, mais elle a un peu l'esprit qui va un peu partout, puis en même temps, elle est comme un peu... Elle veut vraiment pas être dépassée par Gilbert Blythe. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Je pense que celui-là, ce tome-ci particulièrement, je m'excuse, j'enlève juste mon chat qui est en train de capoter parce que j'ai mis une boîte sur la table. Je vais lui donner d'autres cartons peut-être. Donc celui-ci particulièrement, je trouve qu'on retrouve vraiment le talent d'adaptation de Callie George parce que c'était un gros défi. Puis, comme je vous dis, moi, en tant qu'adulte qui l'a lu au complet, oui, j'ai l'impression qu'on a comme perdu un peu plus que dans les autres tomes, mais c'est simplement qu'on a voulu rassembler beaucoup plus d'éléments que dans les autres tomes, ce qui fait qu'on a passé un peu moins de temps. Mais c'est correct. C'est quand même, on a quand même tous les points de repère majeurs qui nous permettent de passer au prochain tome. Donc, un jeune, je pense, qui aurait lu les 6 tomes de cette adaptation-là, pourrait passer au second Anne et je pense pas être perdu. Donc, c'est quand même tout un défi quand on considère que c'est un livre, je pense, de 72 pages maximum. 72 pages avec des chapitres de peut-être 3 pages. Donc, vraiment, tout un... Il y a aussi tout ce que j'aimais, là, c'est comment il se représente, Marilla. Puis je trouve que c'est vraiment cool. Elle est vraiment, je sais pas si on la voit bien. C'est un mélange entre... C'est pas la Marilla que je voyais, moi, quand j'ai lu Anne, parce qu'en plus, j'ai eu la première adaptation télévisée avec Megan Follows. Donc, Anne était... pas Anne, mais Marilla était plus comme fermée un peu et tout. Mais là, je pense qu'ils ont fait un espèce de merge de qu'est-ce qu'on a comme souvenir de cette adaptation-là. Puis, la fameuse Marilla de Anne Whitney, qui est un petit peu plus... ouverte, disons, dans les circonstances, un peu plus ouverte à la vie et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Mais en même temps, c'est zéro... c'est pas nécessairement inspiré de ces séries-là. C'est juste que ça m'a donné l'impression qu'on a donné une espèce de rayonnement à des personnages que je pense qui étaient peut-être un peu moins là, comme Matthew. Il a l'air un peu... Oups! Bon, j'ai envoyé mes trucs par terre. Matthew était un petit peu plus, on dirait...
Lui fait plus penser justement à l'adaptation de Anne Mutani. Moi, dans ma tête, le Mathieu, il était vraiment plus âgé, mais là, Mathieu, ici, il a comme, je sais pas, une barbe brune puis des cheveux gris, fait qu'on considère qu'il est pas si vieux que ça. Mais dans le fond, à l'époque, malheureusement, quand il travaillait la terre, il vieillissait vite parce qu'il travaillait sans arrêt. Fait que, ben, c'est ça. Donc, ça, c'est la lecture terminée. Et ce que je suis en train d'avoir comme lecture en cours et que je vais terminer avant de partir pour le boulot pour vous en parler, pour pouvoir clore le vlog, c'est ce fameux-là, Le Voyage d'Urseline de O. C'est chez Le Renard Doré. Et c'est un des mangas, un des 4 mangas, je pense, qui ont sorti dès le départ. Le Renard Doré, c'est au départ un café, puis ensuite une librairie, en plus une librairie café qui est spécialisée en manga, puis dans tout ce qui est culture japonaise. Le Renard Doré, c'est devenu maintenant un label, donc une espèce de édition liée au grand groupe Rue de Sèvres. Et ils se sont lancés dans les mangas, justement. Donc, ça reste quand même des mangas avec un sens japonais. Mais ils font vraiment des sélections particulières. Puis, je trouvais que c'était vraiment des ouvrages que j'aimais. C'est que c'était pas trop chargé comme visuel. Donc, ils sont vraiment pour un jeune public. Fait que ça, je trouve que ça manque des fois. C'est ça qu'on est dans le côté un peu le chat mignon, blablabla, mais il n'y a comme pas d'entre-deux. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Donc, on va aller avec Le Voyage d'Urseline. Je pense que je vous en parle pas plus pour le moment. Je vous lis la 4e de couverture. Je lis la 4e de couverture tout de suite, puis après ça, je vais le finir, puis je vous en reparle après. Las des jours qui passent, Urseline vit et se promène, toujours en solitaire, jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Tous deux font alors route ensemble, le temps que le premier rejoigne ses congénères et que la seconde rallie le chemin du retour. Traversant montagnes, flots et forêts, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les 2 voyageurs se rapprochent de leur but. Mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent? Partagez le périple initiatique de ces 2 âmes esselées et devenez témoins de leur amitié poignante. Alors voilà, sur ce, je file aller continuer ça, terminer ça, pour pouvoir vous en parler et clore le vlog après. Allez, à tout de suite! Alors, me revoici. Je viens tout juste de le terminer. Ah, c'était vraiment bon. Je pense que c'est un coup de cœur. Vraiment bon. Je ne m'attendais pas à ça parce que ben, quand ça a commencé, c'était quand même un petit peu une histoire dont on voyait un peu les ficelles assez évidemment. C'est sûr, ça semblait se destiner vraiment à un public très jeune. Donc, un ours qui vit seul sur une île, qui a jamais toujours vécu seul et qui un jour tombe sur une corneille qui c'est comme pas trop où sont les siens, en fait. Je sais pas, elle sait qu'elle a déjà fait partie d'un groupe, mais là, c'est comme si elle était un peu trop sûre. Puis, en fait, les 2 finissent par développer une relation, même s'ils se connaissent pas trop, puis la corneille a jamais... En fait, elle a pas trop peur de l'ours, mais quand même, elle sait que ça peut être dangereux. Puis l'ours, il sait pas vraiment c'est quoi être un ours. Il est un ours, mais il a pas connu d'autres ours. Il n'a pas eu d'autres points de vue que le sien, donc pour lui, il sait qu'il n'est pas menaçant ou rien. Puis, dans le fond, ils vont développer une certaine amitié. Et éventuellement, la corneille va comprendre que, en fait, va convaincre un peu l'ours de partir à la recherche de d'autres ours sur l'île. Et ils vont commencer ce fameux voyage-là. Ils ne savent pas au départ qu'ils sont sur une île. Puis, l'ours, sa particularité, c'est qu'il a très peur du noir. Puis, en fait, il a peur du noir parce que pendant la nuit, quand il fait noir, il se rend compte qu'il est seul, mais il n'arrive pas vraiment à le verbaliser, mais c'est ça qui fait qu'il a peur. Puis, dans le fond, avec la corneille, il apprend tranquillement un peu à surmonter ses peurs. Puis là, au fil de leur pérégrination, ils vont rencontrer plein d'animaux. Puis, il y a un petit côté quand même éducatif parce qu'à chaque animal, la corneille, c'est un peu comme une sage corneille qui connaît un peu des choses sur tout. Puis, elle va apprendre à l'ours à découvrir l'environnement, à découvrir c'est quoi les autres espèces, c'est quoi les caractéristiques et tout. Puis c'est pas fait de façon lourde du tout, là, c'est juste des petits points d'information comme ça. Puis éventuellement, la corneille qui va toujours un peu en éclaireur, va aller, en éclaireuse, pardon, va aller et va voir qu'ils sont sur une île. Puis elle va s'informer auprès d'autres oiseaux, de plein de monde, puis elle va se rendre compte qu'en fait, l'ours, il est le seul ours qui reste sur cette île-là, mais qu'il y a d'autres ours de l'autre côté, donc à la prochaine île, mais il faut traverser la mer.
Puis elle n'est pas sûre que, en fait, l'ours va pouvoir le faire. Donc, elle va retourner voir l'ours, puis on va voir finalement ce qui va arriver. Je vous dirai pas tout, mais en fait, je pourrais quand même en parler. On va comprendre, en fait, éventuellement, d'où vient la corneille. On est quand même dans quelque chose qui est un petit peu plus philosophique, un petit peu spirituel, mais c'est tellement doux. C'est super intéressant. Le visuel est bien dépouillé. On suit quand même bien, sans de lecture japonais, mais comme il n'y a pas d'action majeure, trop d'action majeure, ben on n'est pas trop perdu. C'est vraiment une quête de soi, une quête de sens un peu, mais vraiment à hauteur de, je dirais, de public jeune, à hauteur d'ours qui ne sait pas trop qui est un ours. Ça donne envie de dépasser un peu ses peurs, ça donne envie de réaliser ses rêves, peu importe c'est quoi les rêves qu'on a. C'est vraiment doux, c'est tout doux. Vraiment, je pense presque que je pourrais l'avoir à la maison. Là. Ben, en fait, c'est sûr que ça, ici au Québec, ils sont quand même pas donnés, là, les mangas, mais je pense que celui-là, je pense que je pourrais investir pour l'avoir parce que je sens que je le relirai plein de fois. C'est plein de, bon, c'est sûr que c'est plein de sagesse, mais comme je vous dis, je suis un peu allergique, vous le savez, à tout ce qui est, ceci est un message bien souligné à grands traits, blablabla, nous voulons que vous appreniez telle notion. Puis là, c'est présent, mais il ne faut pas oublier que ça s'adresse à un public jeune. C'est présent, mais c'est vraiment pas... C'est fait avec habileté. C'est à chaque fois qu'on se dit « Oh mon Dieu, j'espère que ça ne sera pas trop long là-dessus », ça arrête tout de suite. Donc, on dirait qu'ils ont comme vraiment une conscience de se dire il va y avoir un peu d'information, il va y avoir un peu de prise de réflexion, mais on ne va pas forcer ça dans le fond, dans la gorge des lecteurs, puis leur dire qu'il faut absolument qu'ils retiennent ça. On va les laisser faire leur propre réflexion, leur propre voyage dans tout ça. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Si jamais vous avez la chance, c'est sorti, je pense que ça fait 2-3 mois au Québec. Puis ben là, vous voyez, moi, je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc ça risque d'être disponible dans vos bibliothèques à vous. Sinon, c'est disponible aussi en librairie, mais comme je vous dis, je pense que c'est quand même un coût assez intense. Il me semble que c'est comme une trentaine de dollars pour un manga. C'est sûr que peut-être que ça vaut le coup de le découvrir, mais je vous dis, c'est un manga assez dodu qui fait 100, 200, je me souviens plus c'est combien de nombre de pages, comme 190 pages à peu près, fait que ça vaut quand même le coup, puis c'est une histoire complète, c'est pas un manga en série. Donc, super belle lecture pour clore le vlog. Je suis vraiment contente. Oh! Alors, sur ces bonnes paroles, je vais clore le vlog ici. Ça aurait été un plus petit vlog cette semaine, mais bon, c'est comme ça. J'ai décidé de ne pas forcer un troisième roman. Finalement, ma fameuse lecture audio dont je vous parlais, je pense que j'ai commencé à accrocher, mais je ne vous en parlerai pas beaucoup plus ici parce que de toute façon, ça va être une lecture pour le prochain vlog. Donc, alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez lu le fameux Ragnar Jonasson, la fameuse trilogie de la Dame de Reykjavik? Est-ce que pour vous, le 2, ça a fonctionné ou pas? Est-ce que vous avez déjà lu des mangas des collections du Renard Doré? Manifestez-vous, ça va faire plaisir d'échanger avec vous. Puis, ben, d'ici à ce qu'on se revoit, ben, évidemment, que je vous souhaite des belles lectures. Hein? Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Puis, ben, nous, on se dit à la prochaine!